Bienvenue sur Icônes à silence, le sanctuaire où les légendes murmurent enfin leur vérité cachée. Aujourd'hui, nous tournons les pages d'un livre que tout le monde croyait connaître par cœur, mais dont les chapitres les plus sombres sont restés scellés pendant près d'un siècle. Sous les lumières crues des projecteurs, Nana Mouskouri a toujours été le visage de la douceur, une voix de cristal qui a bercé des millions d'âmes à travers le monde. Avec ses lunettes à monture noire devenues sa signature, elle semblait intouchable, une madone grecque au-dessus des passions humaine. Mais aujourd'hui, à 91 ans, alors que le crépuscule de sa vie s'installe doucement, le masque tombe. Derrière cette image lisse, il y a une femme qui n'a rien oublié. Le temps apaise certaines douleurs, dit-on, mais pour Nana, le temps n'a fait qu'aiguiser la mémoire des injustices. Elle ne cherche plus à plaire, elle ne cherche plus à sourire pour la caméra. À l'âge où la plupart se réfugient dans la nostalgie, elle a choisi de briser le silence. Elle porte en elle une liste, non pas de chansons, mais de noms, des noms de ceux qu'elle n'a jamais pardonnés. Ce ne sont pas des ennemis déclarés, mais des figures de l'ombre, des hommes de pouvoir et des proches qui ont tenté méthodiquement d'effacer qui elle était vraiment. Comment une icône adulée par la planète entière peut-elle porter autant de cicatrices invisibles? Qui a tenté de lui voler sa voix, son identité et même son visage? La vérité est que Nana Mouskouri a dû mener une guerre solitaire pour exister. Ses lunettes noires n'étaient pas un accessoire de mode, elles étaient un bouclier, une armure désespérée contre un monde qui voulait la briser. Mais ce que peu de gens savent, c'est que son combat a commencé bien avant la gloire. Avant de devenir cette star internationale, elle cachait un secret physique terrifiant, une anomalie dans sa propre chair qui aurait dû la condamner au silence éternel. Et la première personne à avoir piétiné ses rêves n'était pas un producteur cynique, mais l'homme qu'elle aimait le plus au monde. Tout commence loin des tapis rouges, dans une Grèce meurtrie par la guerre et la pauvreté. La petite Ioanna, que le monde appellera plus tard Nana, grandit dans l'ombre d'un père, Constantine, un homme complexe qu'elle a aimé éperdument, mais qui fut aussi l'architecte de ses premières blessures. Constantine était projectionniste de cinéma, un métier de rêveur, mais il était surtout dévoré par un démon intérieur, le jeu. C'était un flambeur invétéré qui pouvait perdre la subsistance de sa famille sur un simple coup de dé. Nana a grandi dans cette insécurité permanente, voyant sa mère lutter pour mettre du pain sur la table pendant que l'argent disparaissait dans les volutes de fumée des salles de jeu. Mais la pauvreté n'était pas le pire des fardeaux. Ce qui a hanté Nana pendant des décennies, c'est une phrase murmurée ou ressentie qui a traversé son enfance comme une flèche glacée, la déception de son père qu'elle ne soit pas née garçon. Elle se voyait comme le vilain petit canard, une enfant timide, en surpoids, cachée derrière d'épaisses lunettes, persuadée qu'elle ne méritait pas d'être regardée. Pourtant, elle possédait un don, ou du moins c'est ce que l'on croyait, car voici le secret que Nana a gardé pendant si longtemps, une vérité médicale stupéfiante qui rend sa carrière presque miraculeuse. Elle est née avec une malformation physique. L'une de ses cordes vocales est plus épaisse que l'autre, une anomalie congénitale qui aurait dû, en toute logique, l'empêcher de chanter juste ou de chanter tout court. Ce timbre cristallin, cette voix qui semble couler comme de l'eau pure, n'est pas un simple don du ciel, c'est le résultat d'une lutte physique, d'une compensation permanente où son corps a dû s'adapter pour transformer un handicap en une sonorité unique au monde. Chaque note parfaite était une victoire sur sa propre anatomie. Jeune femme, elle pensait avoir trouvé son refuge au conservatoire d'Athènes, rêvant de devenir une chanteuse d'opéra, une diva classique. Elle y a mis toute son âme pendant 8 ans, mais la réalité économique l'a rattrapée. Pour aider sa famille ruinée par les dettes de jeu de son père, Nana a commencé à chanter du jazz dans un petit club d'Athènes, le Zaki. C'était une nécessité, pas un choix de rébellion, mais pour l'élite rigide du conservatoire, c'était une trahison impardonnable. Lorsqu'un de ses professeurs l'a découverte sur cette scène de cabaret, la sanction fut immédiate et brutale. Il ne lui a pas offert de seconde chance, il l'a empêché de passer ses examens de fin d'année, brisant net son rêve lyrique. Ce professeur, dont le nom s'est perdu dans l'histoire, mais dont le visage reste gravé dans la mémoire de Nana, fut le premier à lui dire qu'elle ne pouvait pas être elle-même. Il voulait la punir d'avoir cherché sa propre voie. Expulsée, humiliée, Nana a cru que sa vie d'artiste était finie avant même d'avoir commencé.
Pourtant, le destin est ironique. Ce rejet l'a poussée à quitter la Grèce, à chercher un nouvel horizon. Elle a emporté avec elle ses complexes, sa voix imparfaite et ses lunettes, pensant trouver la liberté à Paris, la ville des Lumières. Mais elle ignorait qu'en France, un autre homme l'attendait. Un homme infiniment plus puissant que son professeur d'Athènes, un faiseur de rois qui allait lui poser un ultimatum cruel, un choix impossible qui allait définir le reste de son existence. Nous sommes au début des années 60. Paris est en pleine effervescence, le monde change et Nana Mouskouri débarque avec ses valises pleines d'espoir et sa voix unique. Elle pense que le talent suffit. Elle a tort, elle va très vite découvrir que l'industrie musicale française de l'époque n'est pas seulement une fabrique de rêves, c'est une machine à broyer les identités. Et le conducteur de cette machine, pour Nana, porte un nom, Louis Hazan. Hazan n'était pas n'importe qui, c'était le tout-puissant directeur du label Philips, l'homme qui faisait et défaisait les carrières d'un simple claquement de doigts. Lorsqu'il reçoit Nana dans son bureau feutré, il ne voit pas l'artiste, il voit un produit défectueux. Le verdict tombe, froid et tranchant comme une lame de guillotine. Il la regarde de haut en bas et lâche ces mots qui résonnent encore douloureusement dans la mémoire de la chanteuse 90 ans plus tard. Mademoiselle, avec ce physique, c'est impossible. Vous êtes trop grosse, trop moche et avec ces lunettes, vous ressemblez à une institutrice de province, pas à une star. C'était une attaque frontale, brutale. Hazan lui pose alors un ultimatum, un véritable pacte avec le diable. Si elle veut signer, si elle veut chanter, elle doit tout changer. Il exige qu'elle perde 30 kilos. 30 kilos. Une transformation physique radicale et épuisante. Mais ce n'était pas tout. Il exige surtout qu'elle se débarrasse de ses lunettes. Pour lui, ces montures noires étaient un obstacle à la séduction, un mur entre la chanteuse et le désir du public. Il voulait la transformer en une nouvelle Boupée, blonde et docile, moulée dans les standards de beauté de l'époque, une copie conforme des stars yéyés qui inondaient les ondes. Nana s'est pliée à la première exigence, affamée de réussite, terrorisée à l'idée de retourner dans la pauvreté en Grèce. Elle a suivi un régime draconien, perdant ses fameux 30 kilos au prix d'une discipline de fer. Mais sur le deuxième point, elle a résisté. C'était un combat viscéral. Pour Nana, enlever ses lunettes, c'était comme se mettre à nu devant une meute de loups. C'était perdre le dernier rempart qui protégeait sa timidité maladive. Sans mes lunettes, je ne suis plus personne, disait-elle. Elle a tenu bon face à Hazan, face aux photographes qui refusèrent de la shooter, face à tout un système qui la traitait de monstre sacré au sens propre. Elle a gardé ses lunettes, imposant au monde non pas une beauté classique, mais une identité. Elle a gagné cette bataille. Elle est devenue l'icône aux lunettes noires. Mais cette victoire avait un goût amer, car si elle a réussi à sauver son image, elle n'a pas vu le piège se refermer sur son âme. En signant ce contrat, elle a certes gardé ses lunettes, mais elle a vendu son temps, sa liberté et sa vie de femme. Elle pensait avoir échappé au pire, mais le véritable sacrifice ne faisait que commencer. La machine s'était mise en marche et elle allait exiger un tribut bien plus cruel que quelques kilos en trop. Elle allait lui réclamer sa vie de mère. Le monde entier voyait Nana Mouskouri comme une déesse de la chanson, une femme comblée qui collectionnait les disques d'or comme d'autres collectionnent les timbres. Mais dès que le rideau tombait, la déesse redevenait une femme seule, prisonnière d'une cage dorée que l'industrie avait bâtie autour d'elle. Le succès, aussi enivrant soit-il, est un maître tyrannique. Pour maintenir sa place au sommet, Nana a dû accepter un rythme de vie inhumain. Ses managers, ses producteurs, tous ces hommes qui profitèrent de sa gloire avaient une devise simple. Une chanteuse qui ne tourne pas est une chanteuse qu'on oublie. Alors, elle a tourné sans relâche jusqu'à l'épuisement, 100, 120, parfois 130 concerts par an. Elle vivait dans les aéroports et les chambres d'hôtels impersonnels, devenant une étrangère pour sa propre vie. Mais le prix le plus cruel de cette omniprésence médiatique, ce sont ses enfants, Nicolas et Hélène, qui l'ont payé. Nana a dû faire un choix qu'aucune mère ne devrait avoir à faire, confier ses bébés à des nounous pour aller chanter des berceuses au public. Elle se souvient de ses départs déchirants où elle devait s'arracher aux pleurs de ses enfants pour monter dans une limousine. Elle se souvient de ses appels téléphoniques transatlantiques où elle entendait leur voix changer, leurs mots évoluer sans être là pour voir leurs premiers pas ou soigner leurs premiers bobos.
L'industrie musicale ne lui a jamais laissé de répit. Les contrats s'enchaînaient, les dates étaient fixées des années à l'avance, sans qu'on lui demande son avis. Elle était devenue une machine à générer du profit et la machine ne s'arrête jamais pour des états d'âme maternels. Il y a eu des moments où elle rentrait chez elle à Genève, espérant retrouver sa place de mère, pour réaliser avec horreur que ses enfants se tournaient vers la nourrice pour chercher du réconfort. Elle était devenue une invitée dans sa propre maison. Cette douleur-là, aucun applaudissement, aucune standing ovation à l'Olympia ou au Carnegie Hall n'a jamais pu l'apaiser. Elle a sacrifié le temps, cette monnaie unique qu'on ne peut jamais regagner. On lui disait « c'est pour ton avenir, c'est pour eux que tu travailles », mais c'était un mensonge, c'était pour nourrir un système vorace. Aujourd'hui, quand elle regarde en arrière, la fierté de sa carrière immaculée est entachée par cette culpabilité indélébile. Elle a conquis le monde, oui, mais elle a manqué l'essentiel. Et ceux qui l'ont poussée dans cet engrenage infernal, ceux qui l'ont culpabilisée à chaque fois qu'elle demandait une pause pour être mère, elle ne les a pas oubliés. Pendant des décennies, elle a gardé ce ressentiment enfoui sous sa gentillesse légendaire. Mais à 91 ans, la gentillesse a laissé place à une lucidité froide. Le temps des excuses est révolu. Elle est prête à pointer du doigt les responsables. Elle est prête à nommer non pas seulement des individus, mais les rôles précis, les fonctions et les mécanismes qui ont volé sa vie de femme. Le moment est venu de briser le dernier tabou et de dire tout haut ce que tant d'artistes pensent tout bas. Nous y sommes. À 91 ans, Nana Mouskouri ne craint plus les représailles. Elle ne craint plus de voir son contrat déchiré ou ses disques retirés des rayons. Le temps lui a offert le luxe suprême, la vérité. Dans le silence de sa retraite, loin des projecteurs aveuglants, elle ouvre enfin la boîte noire de sa mémoire. Elle ne crie pas, elle ne pleure pas. D'une voix calme, presque chirurgicale, elle énonce les faits. Elle pointe du doigt ceux qui ont cru pouvoir la modeler comme de l'argile. Le premier sur cette liste invisible, celui à qui elle n'a jamais accordé son pardon, c'est ce professeur du conservatoire d'Athènes. Il n'a pas seulement chassé une élève, il a tenté d'assassiner une vocation. Il m'a puni parce que je voulais survivre, semble-t-elle dire. Il représentait cette élite arrogante qui méprisait la réalité de la pauvreté, qui jugeait qu'une fille chantant du jazz pour nourrir sa famille ne méritait pas de toucher à l'opéra. Il lui a fermé la porte au nez sans remords, la laissant avec la conviction qu'elle était indigne. À cet homme, elle répond aujourd'hui par sa carrière planétaire, mais la blessure de l'injustice, elle, est restée ouverte. Ensuite, il y a Louis Hazan, ce directeur artistique tout-puissant des années 60. C'est le nom qui revient avec le plus d'amertume. Elle ne pardonne pas ces mots cruels, ce verdict sur son physique, cette injonction à devenir une poupée sans lunettes. Ce n'était pas un conseil professionnel, c'était une violence psychologique. Il a voulu lui arracher son identité pour en faire un produit marketing standardisé. En gardant ses lunettes, Nana ne faisait pas un caprice de star, elle menait un acte de résistance. Chaque fois qu'elle montait sur scène avec ses montures noires, c'était un défi silencieux lancé à Hazan et à tous les hommes qui pensaient que la valeur d'une femme résidait uniquement dans sa capacité à satisfaire le regard masculin. Enfin, elle ne pardonne pas au système lui-même. Cette machine industrielle sans visage, composée de managers, d'agents et de promoteurs qui ont exploité sa peur de redevenir pauvre pour la faire travailler jusqu'à l'aliénation. Ils savaient qu'elle était vulnérable, hantée par l'insécurité de son enfance, et ils en ont profité pour lui faire signer des calendriers infernaux. Ils lui ont volé les dimanches en famille, les anniversaires, les réveils matinaux avec ses enfants. Ils ont pris son temps, la seule chose qu'elle ne pourra jamais racheter avec sa fortune. Ce n'est pas de la rancune, c'est de la justice. En nommant ses blessures, Nana Mouskouri reprend le pouvoir, elle refuse de finir sa vie en jouant le rôle de la gentille grand-mère de la chanson française qui pardonne tout avec un sourire bienveillant. Non, certaines fautes ne s'effacent pas, et en refusant le pardon, elle envoie un message puissant. On peut aimer l'artiste, mais on ne doit jamais oublier la femme qu'on a tenté de briser derrière l'image. Mais alors, après avoir réglé ses comptes avec le passé, quel message cette légende vivante veut-elle laisser au monde? Que reste-t-il quand la colère s'apaise et que la lumière s'éteint?
L'histoire de Nana Mouskouri n'est pas seulement celle d'une carrière exceptionnelle, c'est le récit universel de la résistance. Elle nous rappelle que derrière chaque icône, derrière chaque voix que l'on idolâtre, il y a un être humain qui lutte pour ne pas être effacé. Nana a dû se battre contre son propre corps, contre la pauvreté, contre les dictats de la beauté et contre une industrie qui voulait la transformer en objet de consommation. Ses lunettes noires sont devenues bien plus qu'un accessoire. Elles sont le symbole de tous ceux qui refusent de changer pour plaire aux autres, de tous ceux qui disent non quand le monde entier exige un oui. Aujourd'hui, en brisant le silence, Nana Mouskouri ne cherche ni la pitié ni la vengeance. Elle cherche simplement à remettre l'humain au centre de l'histoire. Son parcours nous oblige à nous poser des questions essentielles. Combien d'artistes avons-nous laissé se perdre dans la solitude de la gloire? Sommes-nous, en tant que public, complices de ce système qui dévore ses enfants? Avons-nous écouté la femme qui souffrait ou nous sommes-nous contentés d'applaudir la chanteuse qui souriait? À 91 ans, Nana est enfin libre. Libre des contrats, libre des régimes, libre des attentes. Elle nous laisse avec cette leçon poignante. La véritable réussite n'est pas le nombre de disques vendus, mais la capacité à se regarder dans le miroir avec ou sans lunettes et à reconnaître la personne que l'on voit. Comme elle l'a si bien dit dans un murmure qui résonne plus fort que ses plus grands succès, je n'ai pas gardé mes lunettes pour me cacher du monde, je les ai gardées pour que le monde ne puisse pas voler mon âme. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Icônes à silence. Si le courage de Nana vous a touché, si vous pensez aussi que la vérité mérite d'être entendue, n'oubliez pas de partager ce récit et de nous rejoindre pour la prochaine légende, car ici, le silence n'a plus sa place. À très bientôt.